Très bien, Monsieur Martin, bonjour. Vous êtes le responsable économique sur les pays émergents au groupe Crédit Agricole SA. Monsieur Martin, je souhaiterais avoir votre opinion sur la nouvelle répartition des richesses dans le monde et notamment le poids que vont prendre les pays émergents dans l'avenir. Alors aujourd'hui, les pays émergents, enfin pour faire simple, c'est-à-dire le monde moins l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord et le Japon, ça représente 36 à 37% du PIB, du produit intérieur brut mondial. Si on fait des projections assez raisonnables, pas du tout agressives, on s'aperçoit qu'en 2020, ce monde émergent représentera plus de la moitié du PIB mondial. Une façon peut-être encore plus frappante de voir ça, c'est de comparer le PIB d'aujourd'hui et celui de 2020. Et on voit que les pays émergents apporteront 70%, enfin pas tout à fait, mais les 2/3 du PIB supplémentaire pendant la décennie devant nous. Alors le PIB supplémentaire, si on peut le chiffrer, c'est-à-dire c'est une progression de croissance annuelle d'à peu près combien ? C'est une projection en volume qui sera de 3, 3,5, peut-être 4%. Mais à cela, il faut ajouter, si on s'intéresse à un marché, il faut prendre en compte la valeur en argent courant de ce marché à l'horizon qui nous intéresse. Donc il faut prendre en compte, par exemple, l'appréciation des monnaies des pays émergents. On voit par exemple, quand on parle de Chine, le yuan qui s'apprécie de 2-3% par an par rapport au dollar. Et ça va faire augmenter aussi la taille du marché chinois à un horizon de 10 ans. Alors qu'est-ce qui pourrait gripper la machine ? Pas la crise chez nous. C'est-à-dire qu'effectivement, une crise chez nous, comme il y a quand même encore intégration des économies, va ralentir la croissance dans les pays émergents. Par contre, elle va accélérer le rattrapage parce que la crise sera moins sensible chez eux que chez nous, parce qu'ils ont des facteurs qui leur permettent de soutenir l'activité sans doute un petit peu mieux que chez nous. Par exemple, des dettes publiques plus faibles que chez nous. Et donc, une crise, ça ralentirait leur croissance, mais ça accélérerait le rattrapage par rapport à nous. Autre chose qui pourrait ralentir, c'est un sujet d'actualité en ce moment, c'est l'environnement. Bon, chez nous, c'est un sujet de préoccupation, ça influence les choix économiques. Dans un pays comme la Chine, c'est aujourd'hui un problème de santé publique dans un certain nombre de villes et donc un frein à l'investissement, à la croissance. Enfin, sinon un frein, quelque chose dont il faut tenir compte. Alors vous venez d'évoquer en quelques mots la Chine. Est-ce qu'on pourrait un petit peu se centrer sur ce pays qui est quand même grand comme 18 fois la France, 1,3 milliard d'habitants. Qu'en pensez-vous et que pensez-vous de son évolution ? Un chiffre pour commencer. Quand la Chine a commencé à s'ouvrir en 1980, aujourd'hui les exportations chinoises sont à quelque chose près 100 fois supérieures à ce qu'elles étaient en 1980. Alors vous vous rappelez aussi peut-être de cette expression de Deng Xiaoping, peu importe qu'un chat soit blanc ou gris, l'important c'est qu'il attrape les souris. Alors pour lui, les chats blancs, les chats gris, c'était entreprise publique ou entreprise privée. Il y avait encore un débat en Chine à ce moment-là. Aujourd'hui, le chat, il a attrapé les souris. La Chine, c'est devenu la deuxième puissance économique mondiale. C'est devenu le premier exportateur mondial devant l'Allemagne. Et ça va rattraper, enfin la taille de l'économie rattrapera celle des États-Unis à un horizon probablement de 12 à 15 ans. Alors on parle d'une croissance de la richesse intérieure assez faible. Est-ce que vous pensez que cette croissance va augmenter ? Est-ce que vous pensez aussi qu'elle sera égalitaire en fonction des différentes couches ? Alors, une particularité de l'économie chinoise, c'est effectivement que la part de la consommation dans le PIB, c'est la plus faible au monde et qu'elle a même un petit peu diminué ces dernières années. Aujourd'hui, c'est 38% du PIB à peu près, alors qu'en Europe de l'Ouest, on est à 62-65%, et aux États-Unis, qui est un pays qui consomme plus et investit moins, on est à 71% du PIB. Pourquoi ça ? Parce que la part de la valeur ajoutée qui est distribuée en Chine sous forme de revenus est plus faible que dans les autres pays. Ça, c'est vrai que c'est aussi un résultat d'une certaine répression salariale. Les entreprises gardent une plus grande partie des profits
que chez nous. Et puis la deuxième raison, c'est que le système de protection sociale étant moins développé en Chine que dans les pays développés, il y a une épargne de précaution qui est très importante. Les gens épargnent pour leur santé, pour leur retraite, enfin pour leurs vieux jours, etc. Ça va changer, c'est-à-dire que je n'anticipe pas qu'il y ait un rattrapage du niveau de consommation à 65-70% comme aux États-Unis par exemple, mais ce qui est clair, c'est que la part de la consommation dans le PIB en Chine va augmenter. Je citerai deux raisons pour ça. D'une part, le vieillissement de la population, les personnes âgées épargnent moins que les personnes jeunes, elles ont moins de raisons d'épargner. Et puis la deuxième raison, c'est que le gouvernement chinois lui-même aimerait bien que la consommation soit un moteur plus important de la croissance qu'il ne l'a été dans le passé, tout simplement pour être moins dépendant de la demande extérieure dont il anticipe avec raison qu'elle va sans doute être un petit peu moins motrice que par le passé. Alors on parle énormément, si vous voulez, du développement du luxe en Chine, de la consommation du luxe. Comment voyez-vous ce sujet? Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il y a un véritable engouement? Est-ce qu'il y a un véritable avenir? Mais oui, parce que l'accès au luxe, c'est en grande partie une question d'effet de seuil, c'est-à-dire jusqu'à un certain niveau de revenu, vous dépensez zéro en luxe, et à partir d'un certain niveau, vous pouvez commencer. Donc c'est pas du tout linéaire avec l'évolution de la taille de l'économie. Ça va plus vite puisqu'il y a de plus en plus de gens qui passent les seuils auxquels ils ont accès à la consommation de luxe. Alors quels sont ces seuils? Ça dépend évidemment des produits, mais on estime aujourd'hui qu'il y a 5 millions de Chinois qui ont des revenus supérieurs à 30 000 $ par an. 23 000 euros. On estime, en faisant des hypothèses encore une fois relativement prudentes sur l'évolution des revenus globaux en Chine, en prenant en compte le fait que la Chine est un pays relativement inégalitaire et qu'elle va très probablement le rester, d'ici 2025, ces 5 millions vont devenir 180 à 200 millions de Chinois qui auront des revenus supérieurs à 30 000 $ par personne et par an. Donc vous voyez un potentiel extrêmement important pour la consommation de produits de luxe. Est-ce que le luxe à l'occidental a des chances de réussir en Chine? Ah bah oui, parce que pour les Chinois encore, pour le moment, le luxe, c'est encore très largement l'Occident. C'est-à-dire c'est l'accès à des produits que nous, occidentaux, considérons comme des produits de luxe, des montres de luxe, des véhicules de luxe, des vêtements de luxe et aussi des produits alimentaires de luxe. Et c'est peut-être là que le champagne a une part à prendre. Eh bien, je vous remercie et c'est tout ce que je souhaite pour notre excellent produit. Merci, Monsieur Martin.